Il était une fois un paysan. Sa vie était très très dure. Il travaillait toute l'année, à peine mieux traité qu'un esclave, sans avoir son mot à dire. Il était malade, il était opprimé et il était sale. Qui diable aurait voulu être paysan au Moyen-Âge ? Être paysan au Moyen-Âge doit arriver en tête des pires boulots de l'histoire. Bien sûr, ce n'est qu'une supposition. Ils n'ont pas laissé beaucoup de documents sur leur existence. Sauf une fois. Durant l'été 1381, les paysans ont marqué à jamais l'histoire de l'Angleterre. La révolte des paysans prit tout le monde par surprise. C'était ahurissant. Sortis de nulle part, des dizaines de milliers de paysans se rendirent à Blackheath, dans les faubourgs de Londres, et exigèrent que le roi abolisse toute forme de servitude, les impôts et l'aristocratie. Le roi, qui n'avait que 14 ans, répondit naturellement qu'il allait y penser. Néanmoins, les paysans voulaient la liberté, l'égalité et la fraternité. Et quand le voulaient-ils ? Tout de suite ! 400 ans avant la Révolution française. Quel toupet ! Le roi, qui s'était adressé à eux depuis la sécurité d'une barge au milieu du fleuve, décida de rentrer chez lui prendre le thé. Il était évident que les paysans devaient plaider leur cause avec plus de vigueur. Ils mirent donc Londres à sac et tuèrent beaucoup de Flamands. Je ne vois pas bien à quoi ça leur a servi. Un groupe pénétra dans la tour de Londres et fit irruption dans les appartements du roi. Là, d'après les tabloïds de l'époque, ils s'assirent sur les lits et enfoncèrent leurs cannes dégoûtantes dans tout ce qu'ils trouvèrent. Certains essayèrent même d'embrasser la reine-mère. Ils traînèrent l'archevêque de Canterbury et le trésorier hors de la tour blanche et les décapitèrent. Puis ils promenèrent partout leurs têtes fichées sur des perches. S'il vous semble que les fous s'étaient échappés de l'asile, c'est ce que pensaient beaucoup de gens à l'époque. Mais ils n'étaient pas fous. Leur programme était approfondi, tactique et surtout politique. Ils visaient les avocats et les magistrats. Ils firent des feux de joie avec les registres légaux et fiscaux. Ils effaçaient délibérément leur passé servile. Mais comment un groupe de misérables gueux a-t-il pu organiser une attaque aussi sophistiquée ? Après tout, ce n'était qu'une bande de sales paysans, non ? La société féodale du Moyen-Âge est une pyramide avec le roi au sommet et les paysans à la base, qui s'échinent au travail. Personne, pas même les seigneurs, ne possède la terre. Les nobles en ont la jouissance tant qu'ils acceptent de fournir une aide militaire au roi. Les paysans peinent dans les champs, entretenant ceux qui ont des choses plus importantes à faire, comme prier ou se battre entre eux. C'est un excellent système, d'après moi. Oh, ces paysans puants. Mais comme le châtelain était souvent loin de son domaine, guerroyant pour le roi, il devait pouvoir compter sur ses paysans pour s'organiser tout seul. De bien des façons, le paysan du Moyen-Âge avait plus de contrôle sur la conduite de sa vie que la plupart des gens d'aujourd'hui. Bien sûr, ce mode de vie n'existe plus. Nous ne saurons jamais vraiment ce qu'était le quotidien sous un tel régime. Sauf là où je vais. Le village de Laxton, dans le Nottinghamshire, est le seul endroit d'Angleterre qui vit encore à l'heure médiévale. Le système repose sur la cour de justice. Élue chaque année par les fermiers, elle avait au Moyen-Âge le pouvoir de promulguer des édits, de collecter les fermages et de maintenir la loi et l'ordre. Aujourd'hui, le seul rôle de la cour est de contrôler l'exploitation des terres. Une fois par an, le jour des jurés, les élus vérifient que personne n'enfreint les règles. La terre est cultivée en bandes, exactement comme il y a 800 ans. Chaque bande de terrain est séparée de l'autre non par des clôtures, mais par des bordures d'herbes de terre communales appelées sixes. Cette petite langue d'herbe verte sépare les deux champs. Celui-ci appartient à M. Goldstone et celui-là à M. Noble. Regardez, ce n'est pas droit. Ça zigzague.
Je croyais que ça ferait 1 ou 2 mètres de belle herbe. Et malheur à celui qui ignore ses limites. Dès que nous sommes arrivés, une infraction a été notée. Une motte de gazon égarée. Qui a laissé ça, Roy? Faut la remettre. C'est donc ce que vous appelez souiller la terre communale. Ah ouais, Il faudra pelleter. mais pas nous. C'est celui qui l'a fait qui devra la remettre. C'est une grave. Une grave infraction. Et vous croyez que l'amende sera de combien? Environ 2 livres. Passons à la tâche importante de délimiter le terrain de chaque fermier en utilisant les méthodes de haute technologie développées au Moyen-Âge, qui laissent une large place au débat. Labourer au-delà des limites est une infraction prise très au sérieux et qui sera jugée à l'audience de la cour. Une séance solennelle qui a lieu, comme depuis des siècles, au pub local. Messieurs, veuillez faire silence. Oyez, oyez, oyez. Tous ceux qui ont affaire ou doivent service à la cour de Sa Majesté la Reine, approchez et faites connaître votre présence. Dieu sauve la Reine et le président de cette cour. Les déclarations montrent que les fossés sont en bon état. Stewart Rose a une amende de 10 livres pour avoir labouré trop loin dans le sick de la prairie. Stewart Rose, avez-vous quelque chose à dire? Nous avons planté jusqu'à la borne d'origine, qui était déjà dans le sick. Et j'ai pensé que je labourais au bon endroit. Je pense que 10 livres, c'est un peu dur. Vous admettez que c'était le mauvais endroit? Non. Oui, sûrement. Mais j'ai labouré jusqu'à la borne. Quelqu'un veut intervenir? L'amende devrait être moins élevée. Au Moyen-Âge, un homme pouvait être jugé pour meurtre par cette cour. La Cour propose que l'amende soit ramenée de 10 à 5 livres. Tout le monde est d'accord? Oui. Bien sûr, les seigneurs étaient bien contents de laisser les paysans régler ces affaires légales futiles. Mais il y avait un hic. L'expérience de la loi et de son application signifiait que les paysans pouvaient devenir des petits experts légaux dans leur domaine. Et quand cela se produisait, ils utilisaient ces connaissances à leur profit. Toutefois, ils avaient parfois recours à des tactiques très originales. En 1200, par exemple, le roi Jean proposa une visite à la ville de Nottingham. Les habitants du village voisin de Gotham comprirent que cela signifiait qu'il allait passer par chez eux, faisant de leur village une autoroute royale, ce qui les obligeait à acquitter de nouvelles taxes. Alors que firent-ils lorsque le messager du roi arriva? Eh bien, tous les villageois firent semblant d'être fous. La folie étant considérée comme contagieuse, l'idée d'un village entièrement peuplé de déments était tout à fait concevable. Le roi décida donc sagement de faire un détour. Malgré toute leur astuce, les paysans étaient sûrement à peine plus que des esclaves. De la même manière que le châtelain devait assistance militaire au roi, les paysans devaient au châtelain des journées de travail pour la terre qu'ils tenaient de lui. Les historiens ont donné à cet arrangement le titre accrocheur de corvée féodale. Mais ces obligations étaient-elles vraiment des corvées? Prenons le paysan qui cultivait ses champs il y a 600 ou 700 ans. Il effectuait l'une des pires corvées féodales du pays. C'est-à-dire qu'il devait environ 50 ou 60 jours de travail par an au châtelain pour son logement et le paiement de ses impôts. De nos jours, ces champs sont occupés par une usine d'automobile. Pour payer son loyer et ses impôts, un ouvrier spécialisé travaille à la chaîne environ 80 jours par an. C'est près d'un mois de plus que le plus misérable des paysans du Moyen-Âge. De surcroît, l'arrangement féodal fonctionnait dans les deux sens. Le seigneur avait des responsabilités envers ses paysans. En fait, 2 fois par an, il devait leur offrir un festin en guise de remerciement. Je ne me souviens pas que mon receveur des impôts m'ait jamais invité à un bon dîner.
ou même à un pique-nique. Bien sûr, le châtelain vivait en grand seigneur. Mais dans quelle masure puante les paysans habitaient-ils? La réponse se trouve dans le tout nouveau village ancien de Comeston, aux alentours de Cardiff, où une équipe d'archéologues a minutieusement reconstitué un village médiéval complet. Il y a une surprenante diversité de propriétés disponibles. Tout d'abord, une garçonnière médiévale, ou plutôt un studio abordable, parfait pour le paysan célibataire actif. Ça devait être une vie peu agréable. Ça pouvait être très dur, mais nous devons nous défaire de notre vision moderne de ce qui fait une bonne vie. C'est donc ainsi que vivaient les plus pauvres des pauvres. Oui, nous sommes au plus bas. C'est assez spacieux. C'est vrai. Il avait un joli petit cottage, mais c'est tout ce qu'il avait. Et que fait-il? C'est un laboureur sans terre. On l'utilise, il n'a rien, il est tout en bas. Je vois qu'il a du feu. Et un pot rudimentaire au-dessus du foyer. Il utilise de toutes petites quantités de bois. Ce n'est pas le feu ronflant auquel on pense, car tout son bois sert à payer ses impôts au Seigneur. Il ne peut ramasser que ce qui est tombé. Et il a un lit. Un lit très confortable. Un simple matelas rempli de paille avec une ou deux vieilles couvertures de laine rugueuse. Et plein de puces, je suppose. Pas tant que ça, car au-dessus, on suspend un piège à puces qui, théoriquement, les éloigne. Si ceci représentait le plus bas des plus bas, à quoi ressemblait le sommet du plus bas? Allons visiter une maison familiale de luxe. La résidence de rêve pour couple de cadres paysans en pleine ascension sociale. À qui cette maison? C'est celle du premier magistrat. On est dans le haut de gamme ici. Tous les ans, les hommes libres du village votent pour élire le premier magistrat, qui est une sorte d'administrateur de village. Il surveille tout, s'assure que chacun cultive sa terre correctement. Et c'est un homme riche. Mais sa fonction ne l'enrichit pas. Il possède beaucoup de terre. C'est exact, c'est le fermier huppé qui roule en Land Rover. C'était vraiment une ferme de luxe alors. Il pouvait se le permettre. Un buffet gallois. Très important, surtout pour son épouse. La première chose qu'on voit en entrant, c'est un bel étalage de poterie. Elle les expose. Elle montre ses pichets à tout le monde. Comme je suis riche. Nous avons quelques belles pièces. Ce broc est une poterie de Saintonge. On dirait du vin français. C'est exact, il vient de la région de Bordeaux, sûrement arrivé ici grâce au commerce du vin. Si un paysan boit du vin, ça ne peut être que le premier magistrat et sa famille. Ça me paraît pas si mal. Je pourrais être paysan au Moyen-Âge, après tout. Je vais y penser. Plancher parqueté, étagère couverte de bibelots et bon Bordeaux. La résidence de rêve médiévale n'était peut-être pas si différente de celle d'aujourd'hui. Mais je ne suis pas encore rassuré sur ce qu'il mangeait. C'est ça, du potage. À l'évidence, la recette du potage, c'est jeter n'importe quoi dans un pot avec de l'eau et faites bouillir pendant 2 heures. Et s'il faut faire bouillir 2 heures tout ce qu'on récolte, c'est parce qu'on utilisait des excréments humains dans les champs. Il fallait même faire bouillir la laitue, ce qui la ramollissait passablement. Enfin, goûtons le potage. C'est très mauvais. Mais je suppose qu'on aurait pu le relever avec quelques herbes, ou même de l'ail. Il y avait aussi une sorte de potage instantané qu'on pouvait emporter au champ et qu'on délayait avec un peu de bière. Et on mangeait ça, si on voulait. Par contre, ce qu'il y avait de bien quand on était paysan, c'est qu'on buvait plein de bière. Il n'y a pas eu de houblon jusqu'à ce qu'on l'importe de Flandre en 1420. Donc auparavant, il fallait aromatiser la bière avec d'autres choses. Celle-ci, par exemple, est parfumée au myrte des marais. C'est quasiment la même qu'à l'époque. Prenons une gorgée. Bien sûr, ils buvaient des boissons alcoolisées plutôt que de l'eau, parce que l'eau n'était vraiment pas potable. Très bon. Tous les villages étaient dominés par leur église. La vie sociale des paysans en dépendait.
L'église médiévale savait très bien comment attirer les congrégations. C'était l'endroit où les paysans assistaient à des fêtes, jouaient des pièces de théâtre amateurs et participaient même à des matchs de foot. Oh, et le prêtre local brassait souvent sa propre bière. Ce qui était sûrement plus engageant que jouer de la guitare. Et l'église attendait de ses ouailles qu'elle soit dûment reconnaissante. Ici, à Painswick, dans le Gloucestershire, une cérémonie désuète a survécu depuis le Moyen-Âge. Les paysans montraient leur amour pour l'église en lui faisant un gros câlin. Bienvenue à tous à l'office annuel de l'étreinte. Nous nous tenons tous par la main autour de l'église. Maintenant, nous allons serrer bien fort notre belle église dans nos bras. S'ils aimaient tant leur église, c'est peut-être qu'elle leur offrait aussi de nombreux jours fériés, ou plutôt jours saints. Si vous croyez que nous avons plus de temps libre aujourd'hui, vous vous trompez. De nos jours, il y a 8 fêtes chômées annuelles en Angleterre. Au Moyen-Âge, l'église en exigeait 80. Un tableau plus détaillé de la vie des paysans semble émerger. Mais je veux vraiment me mettre à leur place. On m'a donc présenté à de vrais paysans du Moyen-Âge. Loin d'être maladifs et chétifs, les études médico-légales ont révélé que les habitants d'un village reculé de Yorkshire recevaient des soins médicaux étonnamment sophistiqués. Que lui est-il arrivé ? Ce crâne a un gros trou au centre. C'est extraordinaire. On dirait une lésion crânienne traitée par neurochirurgie. Cet individu a été blessé à la tête par un instrument contendant à peu près au moment de la conquête normande. Et ce trou se trouve là où l'os a dû se briser en petits fragments. Si on regarde de près, on voit les incisions du chirurgien. Le type s'est fait cogner sur la tête et le chirurgien a dit « Il faut que je dégage ces fragments d'os ». Il savait qu'il ne devait pas les laisser. Exactement. Et le type se baladait avec un trou dans la tête. Oui, mais il a été recouvert par le cuir chevelu. De la peau aurait repoussé ? Exactement. Il n'avait pas de trou laissant voir son cerveau. Et il se portait parfaitement bien. Les os révèlent que certains paysans ont vécu bien après la soixantaine. Et bien qu'il y ait eu des signes de malnutrition, leur régime avait ses mérites. L'un des avantages, c'est qu'ils avaient une bonne hygiène dentaire. Il y a très peu de caries. Parce qu'ils ne mangeaient pas de sucre. Ils ne mangent pas de sucre et leur alimentation est très dure, ce qui récure les dents en profondeur. On le voit ici, et ça signifie qu'il n'y a aucun risque de formation de caries. Mais une brosse à dents n'aurait pas été de trop dans certains cas. Si on examine ceci, vous voyez cet énorme dépôt sombre sur les dents ? Ah, c'est dégoûtant. C'est de la plaque dentaire minéralisée qui s'est accumulée au cours de sa vie. Ça démontre clairement que ces gens ne faisaient aucun effort au niveau de l'hygiène. Ils devaient avoir une haleine terrible. La mauvaise haleine chronique semble avoir été une question sérieuse. Au pays de Galles, une paysanne pouvait divorcer en invoquant ce motif. Visiblement, il n'était pas stupide. Et aujourd'hui, les historiens pensent que la classe paysanne n'était pas aussi ignorante qu'on le croyait. Il s'agissait aussi de faire entrer son enfant dans la bonne école, ce qui au Moyen-Âge signifiait être repéré par l'Église. C'était souvent les prêtres qui enseignaient l'alphabet aux fils de villageois, et environ 1/10 de ces garçons entraient dans le clergé. Certains fils de paysans sont devenus des membres de haut vol de l'intelligentsia, comme ce type, William de Wickham. William était peut-être un humble paysan de naissance, mais il s'éleva jusqu'à devenir l'homme le plus riche et l'un des plus puissants d'Angleterre. Il fut grand chancelier non pas une, mais 2 fois, et il fit bon usage de sa fortune. Il a fondé cet endroit, l'une des plus vieilles écoles publiques du pays, Winchester College. Très chouette. William n'oublia jamais ses origines. Il créa cette école pour pourvoir à l'éducation de 70 garçons de la classe paysanne. Il n'y a plus beaucoup de paysans ici aujourd'hui, mais sa devise sibylline est toujours suspendue au-dessus des élèves actuels. Aut discede. Apprenez ou partez. Puis il ajoute un 3e choix. Soyez battus.
Soyons clairs, les paysans ne tenaient pas à être alphabétisés pour pouvoir lire un peu ou améliorer leur talent de cruciverbiste. Ce qu'ils voulaient, c'était pouvoir déchiffrer suffisamment de latin pour comprendre les références à eux-mêmes et à leurs terres sur les rôles des tribunaux. Et la lecture des documents légaux allait leur devenir très utile par les temps difficiles qui les attendaient. Pendant la majeure partie du XIIIe et le début du XIVe siècle, l'Angleterre avait quelque chose de méditerranéen. Des récoltes exceptionnelles, une économie florissante et une population doublée. Mais son vieil ennemi frappa. Non, pas les All Blacks, le temps. De fortes pluies et le froid firent pourrir les moissons et des villages entiers se noyèrent. Les gens mouraient de faim. Ça ne pouvait sûrement pas aller plus mal. Mais si, pire que la famine survint une chose encore plus terrifiante. La mort noire. La population déjà affaiblie fut anéantie. Beaucoup pensèrent que Dieu les avait abandonnés. Ils luttaient pour concilier cette terrible catastrophe et leur foi. Ici, dans l'église d'Ashwell, dans le Hertfordshire, la peste a laissé sa marque. Littéralement. Il y a plus de 650 ans, dans son désespoir, le prêtre de ces lieux a inscrit ces mots sur le mur de son clocher. On les voit ici. Primula pestis. La première peste. 1349. Et plus bas, en lettres profondément gravées, il a inscrit un grand M. Ça veut dire 1000. Puis 350. Il écrit en 1350 « Miseranda, ferox et violenta ». La peste a été misérable, féroce et violente. Plus bas, il écrit « La lie de la population reste pour porter témoignage ». Et à la fin, un vent puissant hurle sur le monde. La mort noire fut une catastrophe. Ironiquement, les survivants se retrouvèrent bien mieux lotis que jamais auparavant. La population anglaise avait pratiquement été divisée par deux, et la main-d'œuvre était rare. Les ouvriers agricoles ordinaires se retrouvèrent en position de force. Ils commencèrent par refuser de remplir leurs devoirs féodaux. Ils se mirent à négocier des augmentations de salaire et se firent même payer en espèces. Certains quittèrent les manoirs et acquirent leurs propres terres. Évidemment, tout ceci monta au nez des aristocrates. S'il y avait une plus grande prospérité, ils ne voyaient aucune raison pour que les paysans en profitent. Ils adoptèrent donc des lois rétablissant le travail obligatoire et firent redescendre les gages à leur niveau d'avant la mort noire. Mais ce qui semble avoir particulièrement irrité les nobles, c'est la manière dont les paysans s'habillaient. Cette saison, les paysans ont laissé tomber les vêtements de travail ternes pour adopter des couleurs vives, des choses plus serrées et même de la fourrure. Certains paysans dépensaient presque autant que les nobles pour se vêtir. On adopta des lois dictant ce que chaque classe devait porter. Par exemple, pour toute personne en dessous du niveau d'artisan, les poulaines étaient un crime de mode. Littéralement. Tout ceci alimentait le brasier des revendications paysannes. Le summum fut atteint lorsque les barons imposèrent une capitation, un impôt servant à payer la guerre en France. Il fut très mal reçu parce que chacun devait payer le même montant, riche ou pauvre. Pour aggraver les choses, le gouvernement se trompa dans ses additions. Il avait basé ses calculs sur la taille de la population avant la mort noire. Et quand il ne parvint pas à collecter les montants prévus, il imposa une deuxième capitation. C'est alors que l'impensable se produisit. Les paysans prirent les armes et se révoltèrent. De toute l'Angleterre, ils convergèrent vers Canterbury et marchèrent sur Londres. Ils étaient peut-être 60 000. Sans email ni téléphone portable, comment les paysans ont-ils pu coordonner tout ça ? Se peut-il qu'ils aient utilisé leur toute nouvelle connaissance de la lecture pour propager la révolte ? Deux chroniqueurs consignent ce qu'ils déclarent être des lettres que les paysans faisaient circuler entre eux. Elles sont écrites en anglais, mais elles sont très énigmatiques. Nous ne savons pas vraiment ce qu'elles signifient, mais il se peut qu'elles aient contenu des instructions codées détaillées pour la révolte. Voici celle de la chronique de Thomas Walsingham. Elle dit « John le mouton accueille bien John son nom et John le meunier. Demande-leur de bien châtier Hob le voleur.
Façonne-toi à une seule image et pas plus. Connais ton ami de ton ennemi. Sois bien entouré et dis « ou ». Il est possible que les mots « châtie bien Hob le voleur » soient une consigne défendant aux paysans de se livrer au pillage, mais leur enjoignant de détruire seulement les documents et les registres. Ensuite, les mots « façonne-toi à une seule image » sont peut-être l'ordre de n'avoir qu'un seul chef. Mais d'un autre côté, ça peut vouloir dire « va en pèlerinage à Canterbury », où les paysans s'étaient rassemblés au début, et dont le centre d'attraction était la tête de Thomas Becket. Enfin, il y a les mots « connais ton ami de ton ennemi et dis who ». Cela ressemble tout à fait à la consigne stricte de se distinguer de l'adversaire grâce au cri de bataille. L'apogée de la révolte paysanne se classe parmi les épisodes les plus extraordinaires de notre histoire. Des milliers de paysans rebelles affrontèrent la noblesse conduite par le roi, un garçon de 14 ans. Le chef de la révolte, Wat Tyler, chevaucha vers le roi pour lui faire part de ses exigences, puis lampa une gorgée de bière au goulot. Sur ce, le maire de Londres chargea et l'abattit. L'énorme meute allait s'élancer sur la noblesse. Mais le roi s'avança soudain et cria « Je serai votre chef, suivez-moi » Le roi accorda son pardon aux paysans et promit d'abolir le servage. Mais dès qu'ils furent dispersés, les barons se mirent à massacrer les meneurs. Des milliers de paysans moururent. La révolte échoua. Toutefois, l'idéal de liberté et de ne devoir le respect à personne est un héritage légué directement par le paysan du Moyen-Âge. Mais il y a une mauvaise surprise à la fin de l'histoire. Les seigneurs réalisèrent que si les paysans étaient libérés de toute obligation de travailler pour eux, en retour, ils étaient libérés de toute obligation de s'occuper de leurs paysans. Le consensus social du système féodal était brisé. Mais le pire était à venir. Les paysans allaient bientôt affronter leur véritable ennemi, le mouton. Voyez-vous, le châtelain moyen pouvait gagner beaucoup plus d'argent avec ses moutons qu'avec ses paysans. Il y avait plus de laine sur les moutons, et on pouvait les manger. Ce qui est possible avec des paysans, mais socialement discutable. Les nobles jetèrent donc dehors les paysans, fauteurs de troubles et immangeables, et les remplacèrent par ça. Le paysage social de l'Angleterre en fut changé à jamais. Il n'y a rien de particulièrement terrible dans la vie des paysans. En fait, il y a eu des moments au XIVe siècle où elle était plutôt douce. Ça s'est détérioré quand les nobles ont clôturé les terres. Et ça a empiré avec la révolution industrielle. Certains petits fermiers y sont encore opposés. La vie du paysan dépend de la société. Que la vie de certains paysans du Moyen-Âge ait été meilleure que celle de bien des gens aujourd'hui, cela donne à réfléchir.